d'ouvrir cette dernière rencontre des séminaires Durkheim qui ont eu lieu le long de cette année. C'est un dernier rendez-vous de très grande importance parce qu'on célèbre la figure tutélaire de Durkheim. Il s'agit bien évidemment d'un monument de la pensée sociologique française. La question peut-être à traiter, celle de l'actualité de la pensée durkheimienne aujourd'hui. Je ne suis pas sociologue, je suis ici comme directeur de la Maison des sciences de langue qui est étroitement associée au séminaire Durkheim. Et donc je cède avec grand plaisir la parole à un éminent spécialiste, Pierre-Paul Zaliot, pour cette ouverture. Bon Stéphano, merci, mais je ne suis pas l'éminent spécialiste ce matin, puisque je crois que vous allez débattre avec d'éminents spécialistes. Je suis juste, si je peux dire, le président de l'établissement, et puis je suis aussi un de ceux, avec d'autres, je pense à Jacques, je pense aussi à d'autres qui étaient là, à Claude Didry quand il était là, qui avons voulu que cette bibliothèque s'appelle Bibliothèque Durkheim. Donc si on l'a voulu, ça n'est sans doute pas tout à fait par hasard. La parole que je peux tenir en tant que président de l'établissement, c'est de dire toute l'importance que j'accorde aux sciences humaines et sociales. Je pourrais la tenir comme physicien ou comme chimiste. Je veux dire, le fait que je sois à la tête de l'école comme SHS ne change pas cette conviction à l'intérieur de cet établissement que les SHS sont essentielles et importantes. Je pourrais aussi dire en tant que responsable de l'établissement combien je suis heureux de voir l'évolution que vous avez donnée collectivement à la structure et l'infrastructure recherche. Je le dis encore devant Jacques, c'est parce que je n'ai pas le plaisir de le voir si souvent, combien aussi on a voulu qu'il y ait une sorte de cristallisation d'un dispositif de formation et de recherche très couplé et d'environner la formation de nos élèves par de la recherche. Et l'aboutissement d'une maison des sciences de l'homme dont tu t'occupes maintenant est pour nous vraiment, je pense, enfin en tout cas pour moi, c'est un grand point un grand succès d'avoir réussi ça. Et ce petit déjeuner, ça a été un travail au départ très informel, mené par un peu artisanalement. Ça reste un petit peu artisanal, c'est ça le charme de nos recherches. Mais ça devient maintenant un moment, je crois, important de la vie de votre maison. Donc je suis vraiment très heureux d'être là. Alors je ne viens pas à tous les petits déjeuners Durkheim parce que le temps ne m'en est pas accordé, mais évidemment Durkheim occupe une place particulière dans mon parcours, pas parce que j'en suis un éminent spécialiste, mais parce que c'est une figure familière pour moi et une figure formatrice. J'ai fait un petit ouvrage sur Durkheim qui est là, vous pourrez regarder, et il dit bien que je ne suis pas un éminent spécialiste, mais il dit combien l'auteur a été important. Alors, du coup, je vais parler un peu de Durkheim. Voilà. Je vais dire plusieurs choses. D'abord, je ne pense pas que Durkheim soit seulement un éminent sociologue. Je pense que c'est un éminent chercheur de sciences sociales. On sait tous, et les spécialistes le diront mieux que moi, qu'il a hésité sur l'appellation, qu'il a traité aussi d'économie, qu'il a rencontré l'école historique allemande et les économistes historiques, qu'il a aussi suscité qu'il a aussi suscité des durkheimiens sociologues. Je me suis beaucoup intéressé à Simian, à titre presque personnel, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'étude des textes, et j'ai longtemps pensé que François Simian aurait été aussi un beau label pour un site de sciences humaines et sociales comme celui de cette école. Ça n'est pas exclu que ça puisse le devenir. S'il devait y avoir un jour dans l'ENS quelque chose qui fasse se marier la préoccupation pour l'institutionnalisme, pour la règle, pour la régulation et pour la quantification, j'aurais envie que Simian soit peut-être convoqué. Ça a été beaucoup la mode, et ça n'est pas par hasard, de dénommer par des noms de durkheimiens des institutions, hein, quand même, l'Institut Marcel Mauss, etc., et j'en passe. Je crois, moi, que les auteurs sont les grands auteurs, ce sont des hommes vivants. Donc je considère que la texture des textes sociologiques est une texture vivante. Et si je trouve que c'est important d'en parler, c'est moins par une spécialisation dans l'herméneutique des textes, qui peut confiner à l'ésotérisme savant, que parce que on ne sait pas encore aujourd'hui régler le rapport de l'enquête et de la théorie dans les sciences sociales. C'est d'ailleurs, à mon avis, puisque tu es économiste, dans ce réglage que se joue
les dissensus parfois au sein des sciences sociales entre l'économie et les autres sciences historiques. Je l'appelle ici la sociologie d'une science historique. Mais je pense que la question de la place du texte, de la donnée et de la théorie dans la réflexivité et le raisonnement sociologique est une question qui est essentielle. J'ajoute que moi j'ai été éclairé sur Durkheim par quelques auteurs. J'ai cité bien sûr celui qui a été mon formateur, Jean-Claude Chamboredon, puisque ça a été mon formateur en agrégation, en DEA et en thèse. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Et j'apprends qu'il a été réédité son texte sur Durkheim. J'aurais aimé l'apprendre en le recevant, mais je sais déjà bien que j'apprenne que c'est fait. Moi, j'en ai l'exemplaire original avec des annotations de Chamboredon. C'est encore plus important que de le recevoir du boulevard Jourdan. Zut, c'est capté ce que je dis. Bon. Par ailleurs, le deuxième auteur qui m'a éclairé, je le cite ici, c'est Randall Collins. Je l'ai souvent enseigné. Camille peut-être s'en souvient. Pourquoi Randall Collins? Je dis juste, mais ça va juste m'éclairer par rapport à ce que j'essaye de vous faire passer. Il y a deux textes qui concernent, à mon avis, le rapport qu'on peut avoir à un auteur sociologique. Le premier, c'est quand Randall Collins, dans Free puis Four Sociological Traditions, dit qu'au fond, un auteur exprime aussi un lignage, c'est-à-dire des formes d'organisation de la vie scientifique et des formes d'organisation dans lesquelles les textes vivent par des lecteurs et des lectures successives et des formes de réinterprétation. Et puis le deuxième, c'est un texte que nous avions publié avec Jean-Claude Passeron dans la revue Enquête, qui s'appelle la notion de tradition sociologique, où là c'est une typologie du travail sociologique qui est engagée, et notamment dans le travail sociologique, il y a cette tentation du travail sociologique de s'enfermer dans l'herméneutique du texte, c'est-à-dire de construire une tradition de travail par rapport à un texte fondateur, par rapport auquel on affine sans cesse la connaissance. En France, et on l'a vu récemment, par exemple, la tradition weberienne, en tout cas il y a quelques années, a donné lieu à une sorte de montée en puissance de la structuration d'une herméneutique. Je ne ferai que citer les débats sur la traduction weberienne, Grossin, Kalinowski. On pourrait s'y reporter. C'est très intéressant parce que d'un œil de sociologue, on voit ce que peut signifier le rapport au texte, le rapport à ses appropriations, etc. Concernant Durkheim, parce que je ne veux pas être long, d'autant que j'ai une réunion qui m'attend en bas, je dirais quand même quelques commentaires supplémentaires. La conséquence que j'en tire, c'est que je pense que c'est important qu'on soit ici, pas que des spécialistes de Durkheim. C'est pour ça que j'ai réagi à ta remarque, c'est-à-dire à éviter la sissiparité entre les herméneutes sans enquête et les empiristes sans théorie. Et je crois que ça, c'est un des grands dangers. Il y a eu, parce que d'ailleurs, les empiristes sans théorie sont des empiristes avec de l'idéologie et des croyances. Et que c'est ça le problème. Et que c'est au cœur, par exemple, des débats sociologiques, des débats politiques que nous avons aujourd'hui. Il y a un débat dans lequel je n'entrerai pas sur les jurys d'admission aux sections du CNRS. Je pense que ça fait partie des questions qui sont au cœur de ça. Même si, en disant ça, je n'en dis pas davantage parce que je ne connais pas d'assez près les sujets, mais je suis persuadé que c'est au cœur de ce type de préoccupations sont au cœur des sujets qu'on a à traiter. Sur l'importance de Durkheim lui-même, un Durkheim vivant, moi ce que je constate comme lecteur, et je m'adresse aux durkheimologues qui sont là, c'est le déplacement de l'intérêt dans l'œuvre. Je suis né en sociologue avec les règles de la méthode sociologique. J'ai vu les moments où c'est la division du travail social qui est venue aux premières lignes, les moments où c'était le suicide, les moments où c'était les formes élémentaires. Et je n'oublie pas certains textes. Moi, je suis quelqu'un qui, dans mon travail quotidien, pense à l'évolution pédagogique en France en permanence. Je vous garantis que faire Paris-Saclay en pensant à l'évolution pédagogique en France, c'est-à-dire faire Paris-Saclay, réunion entre les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles et les universités, en pensant à la manière dont Durkheim raconte la manière dont les jésuites inventent l'émulation qui sera le modèle fondateur des grandes écoles et de leur façon entre des curies romaines et voilà, ça reste une nourriture extrêmement vivante. Alors, j'ai dit combien des textes peuvent parfois être décisifs dans une vie ou dans une façon de penser la sociologie. C'est vrai que le Durkheim de Chamboredon a beaucoup compté dans ma propre formation, à un moment où un jeune normalien est souvent quelqu'un qui aime la théorie, la philo, la pensée politique. Donc là, il y avait la réconciliation de ces choses. Mais c'est un texte qui est pris dans une conjoncture. Et puis, je pense aussi, sous une forme plus vivante encore, peut-être, au texte que Baudelot et Stablet ont fait, au texte sur le suicide, qui étaient vraiment des textes extrêmement éclairants. Ils nous amenaient à une réflexion sur le temps présent,
à partir des auteurs. Dans ce petit livre, la seule chose que j'avais envie de vous dire, c'est que, et ça avait une résonance toute personnelle, ceux qui se poseront la question demanderont, il y a des gens qui me connaissent bien ici, j'avais écrit que Durkheim était un théoricien du Pax. Voilà. C'était l'époque où le Pax sortait. Donc Jacques, c'est des questions que tu as regardées de près. Il y a un très beau texte de Durkheim sur la question du mariage et du divorce, bien connu, souvent commenté. Et en fait, quand on le regarde attentivement, c'est un texte sur l'institution des solidarités entre les personnes. Et de ce point de vue-là, la question des modalités par lesquelles il serait préférable d'instituer la solidarité entre les personnes était extrêmement éclairant. Et voilà, donc je m'étais permis ce petit présentisme à l'époque. Et je le conserve comme un moment qui a été un moment de plaisir d'écriture sociologique. Durkheim, et je vais repartir diriger une réunion parce que je me suis décidé à un moment de ma carrière qu'il fallait s'occuper des institutions. Donc je pense que si Durkheim, c'est une réflexion sur la tension entre l'institution, la socialisation et la personne. Et je pense que là aussi, les sociologues, qui sont souvent des théoriciens de la socialisation, en tout cas dans la tradition durkheimio-française, enfin avec tous ces linéaments, sont parfois des gens qui ont dû combiner ça avec une forme d'anti-institutionnalisme un peu invétéré dans leur propre espace professionnel. Et ça, je pense que c'est peut-être un petit défaut à corriger, mais là, c'est le sociologue passé du côté obscur de la force qui vous le dit. Donc, je vais d'ailleurs y retourner au côté obscur de la force, et puis me réjouir que Mathieu Béra et Marc Joly soient là pour présenter des choses que j'aurais vraiment voulu écouter, et je ne voudrais pas qu'ils prennent pour une discourtoisie absolue de l'équité, mais il faut que je m'occupe d'une UMI, de tas de choses. Bon, les collègues en bas, sur lesquels les collègues en bas attendent l'animation d'une réunion. Voilà, donc merci de m'avoir invité à ouvrir cette réunion, j'en suis très très heureux. Merci à toi Pierre-Paul. Alors du coup je crois que je suis excusé de ne pas aller à cette réunion de la CFR. Je voudrais surtout remercier Jacques Comaille pour l'invitation et de m'avoir proposé un peu de monter cette séance. Donc je pense qu'elle sera intéressante, passionnante. Et je suis très heureux d'inaugurer ma participation au petit déjeuner Durkheim, avec une séance sur Durkheim, si chère à plusieurs d'entre nous ici présents. Je veux dire d'ailleurs que je partage l'intérêt pour la passion même pour l'œuvre de Simian, aussi avec Pierre-Paul. Mon introduction sera très brève, puisqu'il s'agit essentiellement de présenter la séance et les deux intervenants, donc Mathieu Béra, qui est maître de conférence à Bordeaux et chercheur à l'IRDAP, et Marc Joly, qui est chargé de recherche au CNRS et au laboratoire Printemps, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui incarnent tous les deux, je crois, je vais y revenir dans un instant, un renouveau à la fois du durkheimisme, de la durkheimologie, de l'histoire de la sociologie et sans doute d'autres choses encore, l'épistémologie des sciences sociales en particulier. Alors, comme le titre et la présentation de ce petit déjeuner l'indiquaient, il s'agit de discuter de l'héritage intellectuel et scientifique d'Émile Durkheim. Et les deux présentations vont nous permettre d'en aborder, je crois, de façon vivante. Pierre-Paul a utilisé cet adjectif à propos de Durkheim lui-même. Je crois qu'il s'appliquera bien aux présentations. Donc d'aborder plusieurs facettes de cet héritage. Cet héritage est effectivement loin d'être réductible à une sorte de catéchisme méthodologico-sociologique, traiter les faits sociaux comme des choses avec ses formules rituelles. C'est pour moi un engagement en fait, l'héritage d'Émile Durkheim, un engagement dans la science, un engagement multiple dans la science. Un engagement double d'abord parce que c'était l'engagement d'abord d'un enseignant, on va pas mal revenir là-dessus, auteur de cours, c'est d'ailleurs assez inhabituel comme formule, mais je crois que ça s'applique bien à Durkheim, qui scande son évolution intellectuelle. Il y a en particulier le tournant dans l'étude de la religion, qui est un moment clé, 1894-1895, dont Mathieu nous reparlera peut-être un peu. C'est un chercheur qui interagit avec de jeunes esprits en formation, et pas seulement celui de Marcel Mauss. On pense toujours à Marcel Mauss, bien sûr, mais il y en a d'autres, et on va le voir avec Mathieu. C'est un enseignant, il ne faut pas l'oublier, et c'est aussi évidemment un chercheur, un engagement dans la recherche, dans la production de connaissances nouvelles, souvent en rupture assez radicale avec les idées du passé, les idées scientifiques du passé, les idées philosophiques, et donc par définition qui se place dans une tension, les idées nouvelles
les nouvelles théories, les nouvelles méthodes, les nouvelles conceptions sont difficiles à enseigner parce qu'elles font face évidemment à des résistances, à des inerties cognitives, parfois pesantes. Et Durkheim, je pense, a été pris dans cette tension très forte. Cette tension, il en est un peu le lieu. C'est aussi une tension entre ce qu'on appelle la philosophie, alors qui ne prend pas tout à fait, là, on va y revenir avec Marc, le même sens à l'époque qu'aujourd'hui, je pense. Durkheim enseigne, fait des cours d'agrég de philosophie, enfin, c'est aussi un prof de philo, hein, ne l'oublions pas. Et bien sûr la sociologie, nouvelle science, appelée à un immense avenir, mais encore dans les limbes à l'époque. Même si Durkheim contribue à une sorte d'accumulation initiale et de problématisation initiale qui va évidemment marquer la trajectoire de la discipline. Projet scientifique et révolution scientifique, on va revenir sur le thème révolution, je pense, hein, évidemment, avec Marc, auquel il consacre sa vie, on peut dire, le temps qui lui reste quand il ne prépare pas ses cours, même si ses cours lui servent aussi à faire la révolution scientifique, on va y revenir. Il est aussi un peu militant quand même, il ne faut pas oublier l'affaire Dreyfus et quand même l'engagement d'Émile Durkheim dans la Ligue des droits de l'homme à Bordeaux. C'est un épisode raconté d'ailleurs par Mathieu dans le livre Émile Durkheim à Bordeaux, 1887-1902. Sur lequel il va un peu revenir. Alors nos deux intervenants, comme je le disais, incarnent, je crois, le renouveau à la fois du durkhemisme, de l'histoire de la sociologie, de la durkheimologie en particulier, mais ça va bien au-delà, de l'épistémologie des sciences sociales et de la sociologie, je crois. Déjà en s'appliquant, je crois, de plus en plus, c'est vrai pour l'histoire de la sociologie aujourd'hui, à, au fond, s'appliquer à soi-même les normes même de la sociologie scientifique, de la démarche scientifique, telles que Durkheim, notamment les règles de la méthode, bien sûr, les avait posées, et dont cette histoire décrit elle-même l'émergence. Alors ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire d'abord aujourd'hui une multiplication, une diversification des matériaux sur lesquels travaillent les historiens de la discipline, avec évidemment un très fort ancrage dans le matériau biographique, mais pas seulement, avec beaucoup d'archives personnelles, des correspondances, l'utilisation de données telles que des fichiers administratifs ou de type administratif comme les fiches d'emprunt des étudiants dans une bibliothèque, un matériau qui s'avère en fait passionnant et très intéressant pour comprendre plein de choses de ce qui se joue dans l'émergence de la sociologie durkheimienne. Il s'agit, ça c'est un premier point, mais je crois très important, un renouveau méthodologique très fort aujourd'hui, il y a vraiment une dynamique impressionnante de ce point de vue. C'est l'attention à l'insertion des chercheurs et enseignants, justement, sans couper justement leur identité, parce qu'ils sont les deux, et parfois d'autres choses encore, dans des conditions matérielles et des conditions symboliques spécifiques, des réseaux bien sûr, mais aussi des activités quotidiennes, des contraintes quotidiennes, des institutions. Pierre-Paul vient d'évoquer la question, dans lesquels ils sont eux-mêmes pris, facultés, les conseils de faculté, toute une série de lieux dans lesquels ils exercent aussi leur métier. C'est le souci, enfin, peut-être de situer l'étude de la genèse des théories et des méthodes à l'intérieur de structures, pour employer un terme peut-être relativement neutre, pour dire d'espace relationnel, alors certains vont dire de champs, de systèmes d'interdépendance, qui sont assez larges, c'est-à-dire qui impliquent pas seulement la sociologie, à proprement parler, émergente, avec quelques acteurs, même si c'est évidemment le premier espace de référence, mais aussi l'ensemble des sciences, ce qu'on appelle aujourd'hui sciences humaines et sociales, mais plus largement les disciplines scientifiques, y compris la biologie, la psychologie. Bon, Marc Joly va revenir là-dessus. Émerge à la fin du XIXe siècle une nouvelle représentation de l'homme qui met en cause les représentations philosophiques dominantes. Voilà, pour ne pas être trop long, je vais préciser que donc Mathieu Bérat finit actuellement une habilitation à diriger des recherches qui portent sur ce dont il va nous parler, c'est-à-dire les étudiants d'Émile Durkheim à Bordeaux, voilà, qui va donner lieu, j'en doute pas, à un ouvrage qui fera date. Et Marc Joly vient de publier, donc il a aussi publié Émile Durkheim à Bordeaux, hein, que vous avez ici. Marc Joly, quant à lui, vient de publier un ouvrage important, La Révolution sociologique, qui propose une lecture, je crois, très originale des rapports entre la sociologie, les sciences de l'homme et la philosophie, qui suscite déjà pas mal de discussions, de commentaires, et je pense que Marc va aussi revenir sur ces discussions-là. Voilà. Je vais commencer par un constat. Ce constat, c'est qu'il a fallu plus d'un siècle pour donner à l'idée de sociologie, définie par Auguste Comte en tant que discipline intellectuelle située au sommet d'une nouvelle architecture générale des sciences
et affranchi de facto de la division multiséculaire entre deux types de rapports aux phénomènes sociaux. D'un côté, une tradition philosophique de réflexion sur la vie sociale humaine en termes théologiques et juridico-moraux. De l'autre, une tradition de collecte des faits centrée sur la connaissance de la population et de ses ressources, et mise au service des instances étatiques. Il a donc fallu un peu plus d'un siècle pour donner à cette idée épistémologique une réalité institutionnelle, celle d'une unité d'enseignement, de recherche et d'organisation professionnelle pleinement indépendante. On a même des jurys d'admission, des jurys d'admissibilité au CNRS, etc. Bon. Tout ça fait une discipline. Et encore, le recoupement de l'idée et de la réalité est-il voué, pour la sociologie peut-être plus que pour toute autre discipline, à rester imparfait? Mais au moins, contrairement aux années 1890-1910, donc ces années durkheimiennes sur lesquelles on va se pencher, mais au moins, contrairement à ces années, ce recoupement n'apparaît-il plus comme relevant du rêve inaccessible ou déraisonnable? La petite troupe de l'année sociologique durkheimienne, moins homogène qu'on ne le croit, qu'on le croyait, et les quelques chaires de sciences sociales qui existaient alors ne pesaient décidément pas lourd en regard de la double revendication révolutionnaire d'une étude objective sui generis des phénomènes sociaux, incluant les représentations, et de la définition d'un point de vue radicalement nouveau sur l'humanité. Alors j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de s'interroger sur ce hiatus. Comment Durkheim et ses plus proches collaborateurs, je pense surtout à Moss, pouvaient-ils être aussi sur deux? De quel droit n'hésitaient-ils pas à mettre en avant des propositions de réorganisation de l'espace de production des connaissances objectivement impérialistes, du moins du point de vue des disciplines invitées à des remises en cause fondamentales? Cette question est peut-être celle qui pose le plus de difficultés aux historiens de la sociologie. Aussi, la solution la plus commode est-elle souvent de renvoyer dos à dos les prétentions impérialistes des uns et des autres. Toutes seraient également arbitraires. Toutes participeraient, comme on dit, de la vanité des jeux académiques. Alors on citera, pour faire bonne mesure, c'est-à-dire pour faire contrepoids aux affreux durkheimiens, tel ou tel héritier de Fustel de Coulanges définissant l'histoire comme la science royale des sociétés humaines, tel philosophe spiritualiste décrétant le caractère primordial de l'individu et des catégories de perception et de pensée, ou encore tel auteur d'un manuel en 1920 sur les notions de sociologie appliquées à la morale et à l'éducation, affirmant, je cite, que seule la philosophie, et plus spécialement la morale, peut chercher à absorber tous ces problèmes. Il voulait parler des problèmes de la sociologie. On citera aussi, par exemple, le psychologue Ignace Meyerson, qui répondit à Moss, un fameux article de Moss sur les rapports entre la psychologie et la sociologie. La sociologie n'est qu'une branche de la psychologie et M. Moss n'est qu'un psychologue. Ou Henri Berbe, je pourrais en citer d'autres, subordonnant la sociologie à la synthèse qu'il appelait de ses voeux. Alors peut-on en rester là? Alors je n'ai pas précisé, mais les citations que je viens de faire sont extraites d'un excellent livre de Thomas Hirsch qui s'appelle « Le temps des sociétés ». Et je les ai prises dans des endroits très, très différents du livre. Bon, je les ai un peu réunis, ça donne une impression un peu bizarre, mais néanmoins ça sous-tend toute l'analyse de Thomas et souvent des historiens de la sociologie, où on a face à face différentes prétentions, affirmations, revendications de type impérialiste, et toutes se valent. Alors je ne pense pas qu'on puisse en rester là. En tout cas, dans la révolution sociologique, donc l'ouvrage que je viens de faire paraître, j'ai essayé de proposer une théorie de la naissance de la sociologie qui repose sur la distinction entre deux rivalités et deux conflits obéissant à des contraintes et à des considérations opposées. Alors premièrement, rivalité et conflit entre la psychologie et la sociologie. Rivalité et conflit dont l'enjeu et le moteur est la fermeture d'un régime de pensée scientifique axé sur les êtres humains en tant qu'objet et sujet de la connaissance. Ce qui, outre la formation assez facilement attestable d'une sorte d'image tridimensionnelle biopsychosociologique des êtres humains, ce qui touche l'ensemble des sciences. Je voudrais préciser qu'il n'y va pas à proprement parler de la stricte fermeture d'un régime épistémologique, d'un régime de pensée propre aux sciences humaines et sociales et séparé de celui valable pour les sciences de la nature ou pour la physique expérimentale. Je dirais plutôt, déjà qu'il ne faut pas être obsédé par le tracé de frontières épistémologiques, et surtout qu'il y va d'un changement de l'image de l'humanité et du monde qui englobe toutes les sciences. Deuxièmement, rivalité et conflit entre la philosophie et la sociologie. Rivalité, conflit,
portant sur la légitimité des prétentions d'une discipline extérieure à ce régime, ou plutôt d'une discipline contrainte d'adopter une position d'extériorité par rapport à ce régime, je veux parler de la philosophie, a exercé un monopole sur la théorie de la connaissance, sur l'étude de l'esprit, dont disait Jules Lagneau dépend la recherche de la réalité, sur l'examen de la morale, sur la mise en ordre des valeurs, ou encore sur l'établissement d'une image globale de l'humanité. Alors la conviction que je me suis progressivement forgée est que pour comprendre la naissance de la sociologie comme science sociale par excellence, comme théorie de la connaissance et comme instance de réordonnancement d'une image scientifique de l'humanité, il convenait de bien distinguer ces deux ordres de rivalité et de conflit. Alors cela par opposition explicitement dans mon bouquin à la théorie de la sociologie comme troisième culture entre la littérature et la science défendue par le pénisme. Je ne développe pas, mais aussi implicitement par opposition ou par distinction, je ne sais pas comment dire les choses, ou par indifférence, par rapport aux considérations épistémologiques, aux célèbres considérations épistémologiques de Jean-Claude Passeron. Sur un plan épistémologique, en effet, il va de soi que la sociologie, l'histoire et l'anthropologie se confondent. Elles se confondent à la suite d'une découverte dont la simplicité d'énonciation dissimule l'énormité des bouleversements qu'elle a entraînés vers la fin du XIXe siècle, sur tous les plans, cognitifs, affectifs, politiques, etc. Je formulerai les choses ainsi, cette découverte, on peut la formuler très simplement, et encore une fois, l'énonciation est aussi simple que les conséquences sont difficiles à mesurer, à prendre en compte. Les sociétés humaines sont diverses et se transforment dans le temps sous l'effet de processus purement immanents. L'homme, par conséquent, n'existe pas. On pourrait exprimer les choses à la façon de Marcel Mauss, je le cite, encore une citation que j'extrais du livre de Thomas Hirsch, Le temps des sociétés. Le social, dit Mauss, c'est ce qui varie de société à société et dans une même société à travers les âges. Alors c'est dire qu'il n'est pas besoin finalement d'en passer par des réflexions sophistiquées sur le raisonnement sociologique pour retrouver après coup ce que l'histoire a fait, rendre pensable l'histoire du social humain, en même temps que celle du vivant ou que celle du cosmos et de notre planète Terre. Durkheim l'a formulé avec une rare force dans son cours sur le pragmatisme de 1914, je le cite, « Tout ce qui est dans l'homme a été fait par l'humanité au cours des temps. » Alors je compléterai volontiers en disant « Tout ce qui est dans l'homme a été fait à l'humanité et par l'humanité au cours des temps. » Durkheim continue « La vérité, la raison, la moralité sont les résultats d'un devenir qui englobe tout le déroulement de l'histoire humaine. » J'aurais pu aussi citer Marcel Mauss. Je ne révèle plus la source de cette citation. Vous la connaissez. Monsieur Lévy-Bruhl et nous, alors c'est une citation de 1923, je crois que c'est un compte-rendu de la mentalité primitive de Lévy-Bruhl. Monsieur Lévy-Bruhl et nous sommes également sociologues parce que nous admettons que l'esprit humain a une histoire et que cette histoire ne peut être écrite sans qu'on fasse l'histoire des sociétés. Telle est notre méthode commune. Alors cette idée de méthode m'intéresse beaucoup parce que justement qu'est-ce que ça veut dire et comment, quand on est porteur d'une telle ambition, comment procéder en bonne méthode. Alors Durkheim avait lancé un avertissement sans frais dans la préface du premier volume de l'année sociologique. Alors cette fois-ci, cette citation, je suis allé la chercher directement à la source. Celle-là, je suis allé regarder sur Guédica. Donc dans la préface du premier volume de l'année sociologique, 1890-18, Durkheim écrit « Il y a encore trop de sociologues qui dogmatisent journellement sur le droit, la morale, la religion, avec des renseignements de rencontres, ou même avec les seules lumières de la philosophie naturelle, sans paraître soupçonner qu'un nombre considérable de documents ont été d'ores et déjà réunis sur ces questions par les écoles historiques et ethnographiques de l'Allemagne et de l'Angleterre. » Alors finalement, l'espace des possibles pour Durkheim et Durkheim, il est très simple. Il est de trouver une sorte de voie intermédiaire entre l'érudition, la connaissance détaillée des sociétés dites historiques et des sociétés dites ethnographiques, et de garder en ligne de mire l'idée de la construction d'une image générale de l'humanité et de ne pas la laisser à des théoriciens dialecticiens ou dogmatiques de la société ou de la nature humaine. Excusez-moi, c'est juste la référence. Ah pardon, alors le texte que je viens de citer, c'est la préface du premier volume de l'année sociologie 1898.
Les deux premières préfaces sont des textes extraordinaires, je trouve, de Durkheim. Les deux premières préfaces des deux premiers volumes de l'année sociologique sont assez incroyables de préscience. Alors pour ne pas se perdre dans le pointillisme et dans les monographies, et donc, comme je l'ai dit, pour ne pas abandonner l'ambition de généralisation aux théoriciens, dialecticiens ou dogmatiques de la nature humaine ou de la société, je crois pouvoir conjecturer, alors ce que je dis là est vraiment de l'ordre de l'hypothèse de travail, hein. Je crois pouvoir conjecturer que les durkheimiens ont défini collectivement, au prix d'un grand nombre de tâtonnements, de contradictions, d'hésitations, tout ce qu'on veut, ont défini collectivement une sorte de méta-méthode relationnelle englobant 4 démarches de recherche complémentaires qu'on peut répartir dans 2 sous-ensembles selon la nature directe ou indirecte des mises en relation établies. Alors premièrement, donc premier sous-ensemble, je dirais un sous-ensemble qui comporte 2 types de mises en relation positives, c'est-à-dire immédiates, factuelles. Mise en relation positive des phénomènes sociaux, mise en relation positive de phénomènes sociaux concomitants ou simultanés. Par exemple, les faits religieux, juridiques, moraux, économiques. Ou bien l'ensemble de ces faits, mais traités comme des faits sociaux, et les formes de mentalité. Alors là, on peut parler de méthode structurale. Toujours dans ce sous-ensemble, deuxième mise en relation positive, mise en relation positive de phénomènes sociaux se succédant dans le temps. On parlera ici de méthode génétique. Alors on a un deuxième sous-ensemble qui intègre, lui, la mise en relation typologique de sociétés différentes dans le temps et ou dans l'espace, c'est la méthode typologique, et la mise en relation expérimentale de sociétés différentes dans le temps et ou dans l'espace, ou de phénomènes sociaux dont la nature de l'interdépendance est incertaine ou pose question. Là, c'est la méthode comparative qui peut donner lieu à des variations concomitantes. Donc on a 4 méthodes, d'une certaine manière, structurale, génétique, typologique, comparative, relevant, je le répète, d'une seule et même logique sociologique relationniste. Alors c'est cela, là je fais une parenthèse, une petite parenthèse polémique, je la fais même si on est filmé, c'est pas grave. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve un peu. Vous êtes préparé. Vous dites ? Vous êtes entraîné en ce moment. Ouais, je sais pas. Polémique. J'ai pas l'impression. Non, mais parce que c'est cela en fait, ce qu'on appelle la fameuse méthode des Durkheimiens. Par exemple, les historiens des annales ont beaucoup fait pour caricaturer cette méthode. Par exemple, en disant, alors je vais citer le fameux éditorial Tentons l'expérience actant en 1989 le tournant critique des annales. Par exemple, je cite, mais je pourrais faire des citations comme ça, je pourrais en faire à la peine. Hein. Durkheim et ses disciples avaient rêvé d'une science sociale unifiée autour d'une méthode qui serait commune à toutes les disciplines. Alors quand on entend ça, on se dit, ouais, bon, ils sont extrêmement un peu bornés, ils ont un ensemble de procédures hyper techniques et ils veulent réunifier l'ensemble des sciences sociales sous ces techniques et ces procédures. En fait, quand les Durkheimiens parlent de méthode, et je pense notamment à la citation que j'ai faite de Mauss, où il dit on partage la même méthode avec Lévi-Brul. En fait, il y va d'une démarche de l'esprit, d'une démarche de pensée qui participe de l'institution d'une science sociale et suppose de renouveler la théorie de la connaissance, parce que ce qui est déterminant, c'est la capacité qu'on a de remettre en cause des impensés. C'est la capacité qu'on a de sortir de soi pour se mettre au diapason de l'objet qu'on étudie. Donc il faut se déprendre de nos catégories de pensée, il faut retracer l'histoire des objets qu'on étudie, et il faut être capable de faire tout ce travail-là. C'est ça la méthode. Et ça passe par un ensemble de méthodes relationnelles selon les caractéristiques de l'objet. C'est pas plus que ça d'une certaine manière. Et en tout cas, quand on parle de méthode, c'est ça, et pas d'un ensemble de techniques, de procédures ultra formalisées. Donc quand on précise pas ça, dire que finalement, rêver d'unifier les sciences sociales sous une seule et même méthode, c'est un peu caricatural. Voilà. Je trouve qu'on ne rend pas totalement justice à l'ampleur de la révolution méthodique des Durkheimiens. Alors je vais encore avancer 3 autres hypothèses, encore plus destinées à être discutées, et dont je ne suis pas absolument certain de leur solidité. Première hypothèse,
quand la priorité est donnée à l'une de ces méthodes que j'ai décrites, c'est-à-dire à l'une de ces opérations de mise en relation, structurale, typologique, comparative et génétique, les 3 autres peuvent être mobilisées à titre de procédure de contrôle. Il est même probablement toujours nécessaire qu'elles le soient d'une façon ou d'une autre. Peut-être même que ça fonctionne toujours 2 par 2. Il faut y réfléchir. La frontière, deuxième hypothèse, la frontière entre les durkheimiens sépare ceux dont on peut montrer qu'ils ont contribué à l'établissement de cet ensemble méthodologique relationniste et ceux dont il est avéré qu'ils n'y ont pas contribué ou seulement indirectement. Donc d'un côté, on aurait, j'imagine, hein, Marcel Mauss, Henri Hubert, François Simian, je l'appelle toujours Frédéric Simian, c'est parce que je pense à toi. François Simian, Alvax, Granet. De l'autre, on aurait Célestin Bouglet, Paul Lapie, Parodi, Georges Davy, etc. Alors ça correspond pile poil à la distinction opérée par Johann Heilbronn parmi les héritiers de Durkheim entre le groupe des enseignants universitaires et le groupe des chercheurs. Alors, disant cela, moi je ne profère absolument aucun jugement de valeur. Et il ne s'agit pas de faire une hiérarchie, mais disons qu'on sent bien qu'il y a 2 lignes. Et il y a une de ces 2 lignes chez les durkheimiens dont on peut mettre au jour un ensemble de contributions à la formalisation non planifiée, à la mise en place non planifiée d'une sorte de logique relationniste inhérente à la recherche sociologique. J'irai même encore plus loin, c'est ma 3e hypothèse, c'est que la contribution à la définition de la logique relationniste plurielle de la sociologie va de pair avec la prise de conscience qu'il y va avec cette science, avec la science sociale, d'une réorientation fondamentale de l'image de l'humanité, utile non pas en soi, évidemment, mais pour aider les êtres humains vivants, nous-mêmes, à mieux vivre les uns avec les autres. Alors ça saute aux yeux à la lecture de l'introduction des formes élémentaires de la vie religieuse, qui est un texte vraiment extraordinaire, qui a d'abord été publié en 1909 et puis ensuite repris pour servir d'introduction aux formes élémentaires. Et dans ce texte, il est question presque obsessionnellement je cite, de conditions nouvelles, de nouvelles attitudes, d'autres voies, de renouveler les problèmes. Alors, ayant dit cela, je dois quand même un peu me justifier sur la raison pour laquelle je me suis intéressé dans la révolution sociologique, moins à Durkheim qu'à Tarde, mais ça je ne vais pas en parler, et moins aux durkheimiens, entre guillemets, chercheurs, même s'il n'y a pas de... C'était des gens aussi qui enseignaient, qui tenaient des séminaires, etc. Mais c'est comme ça que les catalogues Johann Heilbronn, c'est la branche recherche un peu du durkheimmisme. Pourquoi je me suis moins intéressé à eux qu'à d'autres qui appartiennent plutôt à la branche enseignants universitaires et remplissant des tâches administratives très importantes, comme Paul Lapie, qui était recteur de l'enseignement primaire. Pourquoi ? En fait, j'ai fait ce choix. Je me suis aussi intéressé à Gaston Richard. Gaston Richard, c'était le successeur de Durkheim à la chaire de sciences sociales en 1902 à l'université de Bordeaux. Et d'ailleurs, Paul Lapie et Gaston Richard étaient les deux prétendants, et c'est Richard qui a été élu. Alors, parce qu'en fait, c'était pas du tout planifié. Je parle depuis combien de temps, en fait 20 minutes. 20 minutes ? Ok. Je vous donne encore 10 minutes. Parce que j'ai eu le sentiment, au cours de mes recherches, que le succès mondain, mais aussi politique, et l'échec de la psychologie sociale dans le champ universitaire autour de 1900 ont représenté sans doute une étape décisive dans la décantation de ce que j'essaie de décrire comme une révolution sociologique. Bon, je dirais plutôt que ce choix d'objet, donc centré sur des philosophes de formation qui sont intéressés par les sciences sociales, mais aussi par la psychologie, qui collaborent à l'année sociologique, qui sont tentés de faire le pas vers une carrière de sociologue ou de psychologue scientifique. Cette hésitation est très marquée par exemple chez Lapie. On ne sait pas trop où aller, mais on sent qu'il faut aller dans une nouvelle direction. Et en même temps, il y a des blocages. Il y a des blocages qui tiennent à des affiliations politiques, religieuses, morales, tout ce qu'on veut. Donc c'est intéressant de centrer un peu sur ces auteurs-là, parce que ce sont des auteurs qui
sont prêts à basculer, qui se représentent un espace des possibles et qui résistent en même temps. Donc, ça permet de reconstituer précisément cet espace. Alors, ce choix d'objet, en tout cas, Lapie, Gaston Richard, d'autres auteurs hésitant entre la psychologie et la sociologie, tentés par l'idée de se ranger sous la bannière de la psychologie sociale. C'est le cas de Bouglé, c'est le cas de Lapie. Disons que ça permet de faire travailler, ça a permis de faire travailler, même pas seulement de faire travailler, c'est ce qui a donné naissance à ce cadre d'analyse que j'ai essayé de mettre en place, centré sur la configuration sociologie, psychologie, philosophie. Alors par exemple, on peut analyser le fait que dans le champ universitaire, une sorte d'alliance naturelle est observable entre les partisans de la psychologie de type physiologique et expérimental et ceux de la psychologie. Alors leurs ambitions convergeaient très nettement. C'est la sociologie. J'ai dit psychologie ? Oui. Ah, ben je me suis trompé, c'est un lapsus. Donc les partisans de la psychologie et les partisans de la sociologie. Bon. En gros, on pense à Ribot et Durkheim. Quels étaient ces points de convergence ? D'abord, s'émanciper de la philosophie spiritualiste et même je pourrais dire de la philosophie tout court. Deuxièmement, combattre le monopole de l'Académie des sciences morales et politiques, ainsi que les pratiques, entre guillemets, amatrices et normatives de production de connaissances anthropologiques, de connaissances sur les êtres humains. Troisièmement, imposer dans les facultés de lettres, puisque c'est là que ça se joue, et en particulier dans la philosophie, imposer, dans la discipline philosophique, imposer de nouveaux enseignements aux dépens des enseignements philosophiques traditionnels et en accompagnant l'expansion voulue par le pouvoir politique. Quatrièmement, apporter, pour ce faire, des références scientifiques étrangères, en particulier allemandes et anglaises. Cinquièmement, trouver éventuellement des soutiens, des relais ou des lieux d'accueil à l'extérieur des facultés de lettres, que ce soit pour les psychologues dans les facultés de médecine et peut-être pour les sociologues, parce qu'à certains avaient ce type de stratégie dans la tête, dans les facultés de droit. Donc dans cette optique, on a une relation de complémentarité entre la psychologie et la sociologie. Il s'agit de prendre son indépendance. Il n'empêche, et c'est ça le point qui m'a posé de grandes difficultés, il n'empêche qu'une telle alliance se révéla incompatible avec le projet consistant à ériger la psychologie en une science générale susceptible d'accueillir sous son pavillon la connaissance des faits biologiques et la connaissance des faits sociaux. C'était quelque chose qui était dans l'ordre du pensable à cette époque-là. Après tout, la psychologie, c'est ce que j'explique au début d'un chapitre, je ne sais plus le combienième, peu importe, la psychologie sociale apparemment avait beaucoup d'atouts pour s'imposer dans le champ, mais elle avait aussi beaucoup de faiblesses, et c'est ces faiblesses qui expliquent que dans le champ universitaire, elle n'est pas prise, ça n'a pas pris la psychologie sociale, telle qu'on l'entendait à l'époque. Après, ça va changer, il y aura l'idée d'institutionnaliser cette discipline autour notamment de la méthode expérimentale, mais le vocable psychologie sociale vers la fin du XIXe siècle symbolise le rêve d'une connaissance unifiée des faits biologiques et des faits sociaux, compris en tant que faits sui generis. On peut parfaitement prendre acte du caractère sui generis des faits sociaux et en même temps avoir l'ambition d'articuler la connaissance des faits biologiques, physiologiques et la connaissance des faits sociaux. C'était une hésitation qu'on retrouvait chez Tarde. Bon. Alors pourquoi ça n'a pas marché ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, un tel projet était en contradiction avec le processus de différenciation et de disciplinarisation qui tendait alors à refaçonner le système universitaire. Deuxièmement, l'objet de la psychologie sociale échoua, temporairement, puisque j'ai dit que ça allait changer, notamment après 1945, en tout cas à cette époque, l'objet de la psychologie sociale échoua temporairement à s'abstraire des définitions vagues et imprécises. Et puis, il y a un troisième point, qui est celui sur lequel je me suis vraiment penché, c'est que la défense de la psychologie sociale releva en pratique d'une stratégie consciente ou inconsciente de perpétuation
ou de justification de vision traditionnelle du sujet, de la religion, de la vérité et ou de la connaissance, qui plaça ces agents, pourtant riches en capital, je pense à Paul Lapie ou à Gaston Richard, qui plaça ces agents dans la situation délicate de devoir taire qu'ils n'étaient pas prêts à assumer jusqu'au bout les réquisites scientifiques de la sociologie les plus gros de remise en cause personnelle. Je ne développe pas, mais c'est quelque chose que j'ai essayé de montrer en m'attardant sur Paul Lapie, autour d'une correspondance avec Célestin Bouglet, où on voit très bien ses hésitations, ses doutes. C'est une très belle correspondance, elle est très touchante. Et le cas de Gaston Richard est encore différent parce que lui, de toute évidence, sa foi religieuse crée une sorte de blocage qui l'a mis en porte-à-faux par rapport à Durkheim et l'a amené finalement à rompre avec l'année sociologique vers 1905-1907. Je ne développe pas, tout ça c'est un chapitre en fait du livre. Et j'étais vraiment surpris finalement en regardant dans les textes de la prégnance de cette foi religieuse protestante chez Gaston Richard. C'est évidemment ultra euphémisé, mais néanmoins extrêmement présent. Bon, je ne développe pas et je vais conclure. C'était c'était très général, je m'en excuse. Je vais conclure de deux manières. D'abord, en rappelant que si une orientation, puisqu'on dit toujours que par définition le pluralisme théorique gouverne les sciences sociales, bon, c'est pas totalement faux, et en même temps, je pense qu'il faut rappeler que si une orientation théorique a vocation à dominer en sociologie, ou à la dominer, elle est de toute évidence inséparable du destin même et de la raison d'être de cette discipline. Plus précisément, elle est consubstantiellement liée au réquisites d'une clarification aussi étendue que possible de la triple nature de la sociologie. Je me répète, je l'ai déjà dit, mais je détaille un peu cette triple nature. La sociologie d'abord comme science sociale capable de mettre au jour des invariants et de retrouver par exemple dans chaque configuration résultant de processus spécifiques de concaténation des logiques même présidant à l'enchaînement nécessaire dans l'espace et dans le temps des activités de pensée humaine. C'est un peu abstrait ce que j'ai dit, mais on peut toujours retrouver des invariants et retrouver dans chaque configuration telle qu'elle résulte de processus spécifiques des logiques, les logiques qui président précisément à l'enchaînement nécessaire dans l'espace et dans le temps des activités et des pensées humaines. Il y a toujours enchevêtrement. Deuxièmement, la sociologie comme science des sciences et de la connaissance, mais une science non impérialiste, et donc j'en reviens à ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a des impérialismes qui n'en sont pas vraiment, ou qui sont pointés du doigt comme impérialisme peut-être à tort. La sociologie comme science des sciences et de la connaissance, mais une science donc non impérialiste, en tant que la compréhension à laquelle elle se livre des ressorts et mécanismes sociaux, des pratiques et des régimes de pensée, a pour condition première une mise à l'épreuve constante sur elle-même des outils d'objectivation dont dépend la dite compréhension. Et puis troisièmement, et c'est lié, la sociologie comme image de l'humanité, ou plus exactement comme parachèvement d'une représentation scientifique multidimensionnelle de l'humanité. Deuxième petite conclusion, après avoir décrit un petit peu cette triple nature de la sociologie, qui rend difficile son étude, parce que c'est plus qu'une discipline, et elle ne pourrait pas exister si elle n'était pas une discipline, mais en même temps elle est plus que ça, c'est toute la difficulté, qu'il faut toujours un peu distinguer un pôle institutionnel et un pôle épistémologique quand on étudie la trajectoire et le développement de la sociologie. La question de la crise de la philosophie. Alors, en fait, c'est très simple. Ce que j'ai voulu dire, simplement, c'est que c'est la philosophie universitaire, je parle bien de la philosophie universitaire comme discipline universitaire, entendue comme anthropologie métaphysique et épistémologique, centrée sur une psychologie subjectiviste ou tenant lieu de psychologie subjectiviste, et nantie de sa propre histoire des systèmes philosophiques. C'est cette discipline universitaire qui a été révolutionnée au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle par les sciences biologiques, psychologiques et sociologiques. Entre cette philosophie d'école, dominée en France après 1825 par l'éclectisme spiritualiste,
et les nouvelles disciplines des sciences humaines et sociales, je dirais que l'incommensurabilité était aussi grande qu'entre la première, donc cette philosophie d'école, et l'ancienne philosophie des Lumières, localisée en dehors de l'université, et dont, à mon sens, on peut montrer qu'elle pava la voie sur un plan épistémique, elle fraya la voie sur un plan épistémique aux sciences biologiques, psychologiques et sociologiques. Il suffit de s'intéresser, par exemple, à l'œuvre de Diderot, j'adore Diderot, pour le montrer. Voilà, bon, je m'arrête là. Le premier point, je voulais juste rappeler très vite que l'idée de cette séance Durkheim était venue du concepteur, enfin de l'animateur habituel de ce séminaire, ce petit déjeuner, c'est-à-dire Florent Lebeau, et qui m'avait un peu, compte tenu de ce qui est normalement mon identité de sociologue, sollicité pour effectivement assurer un peu la mise en place de cette séance. Mais l'idée au départ de célébrer le centenaire venait de Florent Lebeau, donc, qui assure régulièrement l'animation de ce séminaire. Je voulais dire aussi combien je trouve qu'il y a une très grande opportunité on vous l'avait dit, Pierre-Paul l'a dit aussi, mais de revenir sur des œuvres et des auteurs comme Durkheim, je dirais dans une période qui me paraît une période d'effervescence autour de la division du travail de connaissance en sciences sociales, quoi. Il me semble qu'il y a... et donc, par conséquent, d'un retour sur la sociologie pour revenir sur ce qu'est sa place, effectivement, dans cette configuration des sciences sociales, à la fois sa place spécifique et ce que peut-être sa place dans les complémentarités avec d'autres disciplines. Et puis peut-être aussi un retour nécessaire à l'identité de la discipline qui a probablement souffert dans les dernières décennies d'une segmentation et d'une atomisation surdéterminée par une exigence de réponse à des questions sociales, à des problèmes sociaux, quoi. Et qui a en quelque sorte un peu fait perdre, je dirais, ce que sont les fondements même de la discipline. Et donc il y a un travail de reconstruction de l'identité de la discipline, et qui ne me paraît pas incompatible d'ailleurs avec la question à poser de sa place parmi les autres sciences sociales et dans des complémentarités éventuellement avec les autres sciences sociales. Alors mes questions très vite, parce que je ne veux pas du tout monopoliser la parole. La question donc intéressée par rapport moi, à mes travaux sur les rapports entre juristes et entre droit et sociologie et droit et sciences sociales. C'est une question que je pose à tous les deux, quoi. Est-ce qu'il y a dans tout ce mouvement autour de Durkheim et les gens qui l'entourent, dans cet univers intellectuel, est-ce qu'il y a des échanges spécifiques avec les juristes et avec ce que j'appellerais les savoirs juridiques ou les savoirs sur le droit, et notamment avec la théorie et la philosophie du droit. Dans une période, alors je me tourne vers Noé qui a fait un superbe topo là-dessus, c'est une période dans laquelle il y a une effervescence autour du droit social, c'est-à-dire la redécouverte qu'il y a du droit qui naît de la société, de l'effervescence de la société, et que ce droit-là, il faut aussi le prendre en compte. Donc voilà, est-ce qu'il y a un écho dans l'univers durkheimien par rapport à ça? Et puis ma deuxième question, j'en aurais bien d'autres, c'est aussi comment vous l'avez, je crois que c'est Marc, c'est vous qui l'avez abordé un peu, la question de la science sociale, quoi, par rapport à la question de la culture de la science sociale telle que la qualifie Immanuel Wallerstein. Est-ce que c'est cette question de la science sociale telle que la qualifie, est-ce qu'elle a un écho d'une certaine façon dans les perspectives de Durkheim ou des Durkheimiens, c'est-à-dire d'aller à la fois de renforcer le statut d'identité de la sociologie, mais aussi de penser la sociologie en relation avec d'autres disciplines. Alors, on a évoqué la philosophie, on a évoqué l'économie, mais voilà, est-ce que... Voilà. Et puis, peut-être une dernière question très vite à Mathieu Béras spécifiquement.
j'ai trouvé vraiment aussi tout à fait passionnant, d'énormes travail. On voit bien le côté historiographe, sociographe, et qui est en quête, qui est comme un limier en quête des archives, dans les archives privées, les archives familiales, et je trouve ça tout à fait extraordinaire. Ce que j'aimerais bien, c'est voir préciser comment, donc je comprends la passion et l'intérêt pour nous, parce que c'est aussi, pour nous, c'est reconstituer l'identité de notre discipline, la genèse de l'identité de notre discipline. Mais est-ce que, on peut appeler ça, qu'est-ce que c'est quoi? C'est une sociologie de l'institution, une sociologie de l'institution sociologique académique, d'une certaine façon, ou est-ce que, voilà, j'aimerais qu'il en dise plus sur ce que, au-delà de l'historiographie et la sociographie, ce que ça représente du point de vue de la discipline et de ce que peuvent être nos attentes, nous, dans la période contemporaine, sur les développements possibles, souhaitables de notre discipline. Est-ce qu'on continue peut-être avec les questions? Je ne sais pas comment vous faites d'habitude. Oui, moi aussi. Oui, donc moi j'ai deux questions. J'aimerais bien comparer l'économie et la sociologie à travers le prisme durkheimien. Donc je pense qu'il y a des révolutions méthodologiques. Je pense au rôle des données, au rôle de la statistique, dans l'analyse économique et dans l'analyse sociologique. Durkheim, bien évidemment, avec les études sur les suicides, a introduit une révolution méthodologique. Alors, la question est quel est l'héritage, où l'on va actuellement. En économie, je vois clairement les choses parce qu'il y a une marginalisation de la théorie, et donc il y a des approches très portées par les données massives éventuellement. Il y a, comment dire, une marginalisation opérée par les data mining ou les big data mining par rapport à la théorisation. Et au sein de la théorie, il y a aussi la modélisation mathématique, mais elle ne couvre pas complètement les aspects de théorisation. Donc, je voudrais savoir, en sociologie, qu'est-ce qu'on observe, comment la discipline évolue et quel est l'héritage de Durkheim. Maintenant, j'ai envie aussi de comparer deux figures qui ont vécu à la même période. Un, c'est Vilfredo Pareto, et l'autre, c'est Émile Durkheim. Et donc, je remarque une certaine cohérence de la pensée durkheimienne entre, disons, la révolution méthodologique, l'application de cette nouvelle méthode aux différents domaines de la sociologie, et aussi peut-être, comment dire, une certaine cohérence politique. Tandis que chez Pareto, il y a une sorte d'incohérence, j'oserais dire même une schizophrénie. On connaît les Pareto-sociologues, la théorie des élites, on connaît bien évidemment l'économiste. Je vous rappelle que Pareto a introduit le premier terrain du bien-être qui sera démontré mathématiquement par la suite. Et le premier terrain du bien-être, c'est vraiment les piliers, les fondements, et ce qu'on appelle en italien la pensée anarcho-libérale. Il y a une contradiction fondamentale entre cette pensée économique et son engagement politique, son adhésion au mouvement fasciste au sens de la définition de Felice. Donc, on voit d'un côté un Pareto, d'ailleurs Pareto a donné aussi des contributions majeures en statistique avec la distribution des Pareto, qui est aujourd'hui très à la mode pour étudier les inégalités. Donc on voit là un personnage foisonnant, incohérent, peut-être contradictoire, et de l'autre côté, quelqu'un qui a aussi porté une révolution méthodologique à Durkheim, qui a une cohérence fondamentale de mon point de vue, mais je ne suis pas un spécialiste, je connais mieux l'œuvre de Pareto. Donc voilà mes deux questions. J'avais aussi deux... Pardon, Moi j'ai aussi deux questions. J'en ai une première qui est y a-t-il des rapports avec la sociologie allemande ou les Geisteswissenschaften en Allemagne à l'époque? Les voyages en Allemagne, il y en a eu, mais ça a été peut-être plus important après la Première Guerre mondiale. Bon, là il y a une espèce de dialogue avec Spencer, mais bon, alors ça c'est la première. La seconde, c'est est-ce que vous avez pu regarder les thèses d'État qui ont été soutenues à Bordeaux?
Là, on a des populations qui sont tout à fait normales à l'époque, c'est-à-dire qu'en gros, en France, il y a la Sorbonne et puis tout le reste, qui fait un tiers de la Sorbonne hein, en nombre. Mais il y a peut-être quand même eu en 14 ans une ou deux thèses soutenues avec Durkheim. Non, zéro. Non, c'est très important parce qu'à l'époque... Elles allaient toutes se faire soutenir à la Sorbonne. Hein. Ouais, ouais. Aucune. À l'époque, en Allemagne, il y en avait 2 fois plus qui étaient soutenus. J'avais aussi 2 petites questions. La première à Marc, c'était autour de la notion de révolution sociologique. Il me semble ne pas trahir le contenu de ton œuvre, enfin de ton ouvrage, en disant que tu considères que cette révolution n'est pas achevée. Enfin, tu la dates pas, tu la bornes pas. Tu ne bornes pas à sa fin, en tout cas. Et donc la question, c'est aujourd'hui, quid de cette révolution sociologique dans un contexte qui est très très différent du point de vue des rapports entre disciplines. Enfin, la philosophie, ça n'a plus du tout le même sens, me semble-t-il. Il y a eu la philosophie analytique, il y a eu énormément de choses, évidemment. La psychologie s'est institutionnalisée avec plein de choses, la psychologie expérimentale, la psychopathologie, le destin particulier de la psychanalyse, enfin voilà, il s'est passé énormément de choses. Et puis, bien sûr, les sciences biologiques qui sont aussi source de renouvellement énorme tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec la politique, enfin, bien sûr les neurosciences aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser la révolution sociologique dans les mêmes termes? Est-ce que c'est un peu transposable? Pas du tout. Voilà, c'est un peu ça la question. Une science superman, une science politique qui n'était pas constituée. Exactement. En fait, tout a bougé. Le droit aussi a changé. Enfin, voilà. Donc l'autre question prolonge un peu les commentaires de Stéphano, mais sous l'angle là des aspects de données massives historiques. C'est-à-dire qu'en t'écoutant, Mathieu, et en te lisant, on découvre aussi un monde de données potentielles très riches, en fait, pour comprendre l'histoire des disciplines, l'histoire intellectuelle, etc. Et donc, je me posais la question du travail d'archivage numérique, par exemple, et de politique un peu cohérente par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on est en retard en SHS par rapport à d'autres domaines, des sciences du vivant, par exemple, ou autres. Il y a un énorme travail, à la fois par les scientifiques eux-mêmes, mais institutionnel aussi, pour permettre le stockage, la transmission, la diffusion des données, leur appropriation dans de bonnes conditions, en évitant les mauvaises interprétations. Alors, il y a beaucoup de réflexions autour de ça en biologie, enfin, et je trouve qu'on est très en retard. Enfin, voilà, et là, il y a des masses de données, manifestement. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour les rendre plus collectives, plus accessibles, etc. Et je me disais jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que là, ce que tu ouvres, c'est des perspectives énormes. Il faudrait pouvoir travailler sur les mails. C'est très récent, donc là, il y a des problèmes juridiques, hein, évidemment, d'énormes problèmes juridiques sur l'accès aux archives personnelles, par exemple. Mais pour les archives d'institutions, par exemple, je pense que nos institutions sont assez en retard. Moi, j'ai vécu ça en tant que directeur de la gauche. Je trouvais qu'il n'y avait pas de réflexion collective suffisante sur les archives des enquêtes, par exemple, même si ça a commencé. Hein. C'est plus l'année zéro, mais enfin, voilà. Et donc, vraiment, ça m'a inspiré de ce point de vue. Ça. Je pense qu'il y a une espèce de prolifération aujourd'hui qui renouvelle l'histoire de la socio, mais qui renouvelle l'histoire de l'économie, qui renouvelle l'histoire de toutes les disciplines, d'une certaine manière. Les science studies aussi vivent de ça, je pense. Et voilà, donc j'avais envie de t'entendre là-dessus. Tu veux commencer, Marc, ou... Comme tu veux. Je ne sais pas par où commencer. Si tu as une idée par où commencer. Ouais, moi j'ai des prises. Ok. Je vais commencer donc par les questions de Jacques Comaille sur les échanges avec les juristes. Donc, j'étais très heureux d'être invité par un juriste parce que je savais que vous étiez enfin juriste, sociologue du droit, pardon, excusez-moi. Non, je sais bien que vous êtes sociologue. Non, mais un des rares sociologues à ma connaissance qui s'intéresse depuis toujours à la sociologie du droit, aux interactions entre la socio et le droit, et ça j'avais été sensible à ce que vous aviez écrit. Et alors sur Durkheim, sur la durkheimologie et le droit, à ma connaissance, il y a quasiment aucun échange, hein, on peut le dire carrément. Il n'y a aucun échange. Alors je connais la thèse de Mélanie Plouvier, qui est une philosophe, assez intéressant, et qui, elle, par contre, a fait une thèse sur le droit chez Durkheim, la question de l'idéal, de la morale, des corporations professionnelles, etc. Et d'ailleurs, dans la revue Les Études sociales, que je vends un peu parce que je suis rédacteur en chef, à l'époque où je n'étais pas rédacteur en chef, elle a produit un numéro sur les corporations professionnelles qui pourrait vous intéresser. D'accord. L'auteur, c'est Mélanie Plouvier. Elle est maître de conf, Plouvie-Z. Elle est maître de conf à Nice en philosophie. Oui, on l'avait
on avait tenté de la faire venir aussi. Ah bah oui, c'est celle que Voilà, vous vouliez ouais, inviter. ouais. Ouais, ouais. Mais elle est très très difficile à joindre, elle ne répond jamais aux mails. Et, J'ai eu le privilège qu'elle réponde, mais bravo. elle avait des dates qui étaient totalement incompatibles avec les vôtres. Mais c'est dommage parce qu'elle est, elle est passionnante et très sympa. Et donc, alors, moi, il se trouve que je suis sociologue à Bordeaux, ancien Bordeaux 4 Montesquieu, depuis 18 ans. Donc, j'ai été nommé maître de conf en 98 par la fac de droit. C'est des juristes qui m'ont nommé, alors, des économistes ensuite qui m'ont approprié, les juristes ne sachant pas quoi faire de moi. Et donc j'ai été enseigné, j'enseigne toujours en AES, en LDECO, etc. Les juristes ne me demandent jamais rien. Mais depuis 10 ans, je suis dans un labo de juristes qui s'appelle l'IRDAP, donc l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine. C'est les spécialistes du contrat. On échange beaucoup, c'est des gens extrêmement civilisés, sympathiques, toujours en costard-cravate, certes, mais très très sympas. Et on a vraiment un projet, enfin le directeur de mon labo me suit de toute façon dès que je veux faire quelque chose, il me donne de l'argent, il est vraiment super. Il me suit pour faire un colloque dont je lui ai parlé sur Durkheim et le droit. Donc ça c'est vraiment un projet que j'ai l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc je serai très heureux d'animer ça. Et là, je suis chargé aussi d'écrire un article pour un juriste. Vous savez, les mélanges, ils font des mélanges, les juristes. Les mélanges Trigeot, donc c'est le philosophe du droit de la fac de droit. Et je vais écrire un article sur l'importance du droit pour Durkheim, y compris dans sa thèse. Je pense que je vais l'apprendre à beaucoup de juristes. Et aussi à beaucoup de sociologues. Parce que quand on lit la division du travail social, ce que peu de gens ont lu, y compris en sociologie, on se rend compte que c'est une thèse de droit comparé en fait, et le droit a une importance extraordinaire. Et quand on voit la littérature durkheimologique sur ça, il n'y a quasiment rien. C'est fascinant. Donc voilà, pour répondre à votre question, si tu veux, je te... Les travaux de Frédéric Audran aussi. Audran, Ouais. pardon. Qui est l'ancien rédacteur en chef auquel je succède. Ouais, Voilà, t'as raison. Et Claude Didry a écrit des choses. Claude Didry. Ah oui. Sur les rapports de Durkheim. Qui a écrit dans Genèse sur Duguy et Durkheim, c'est Voilà, ça? Ouais. Et puis il y a le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui a écrit un livre très important sur Duguy, avec Marc Millet, sur lequel il étudie aussi les rapports entre Duguy et Durkheim. Ah ok, super. Ça, on l'apprend. Donc là, grand avenir institutionnel pour la question. Ça va être financé par le ministère. Je suis pas sûr que ce soit une priorité. Vous allez revenir dans votre labo de juriste avec des munitions. Et tu peux prendre le relais Sur droit et sociologie, effectivement, je ne suis pas spécialiste, hein, donc je ne peux pas répondre à autre chose que ce que tu as dit. Sur l'Allemagne, par contre, j'ai fait des recherches un petit peu sur ces questions-là, et c'est vrai qu'il y a eu des débats très très vifs, notamment autour du droit pénal et de la responsabilité des actes des gens susceptibles d'être condamnés. Là, ça a été un bouleversement. La sociologie, il y avait une école qui s'est constituée, qui s'appelait l'école du droit libre. Il y avait un juriste qui s'appelait Fuchs, Ernst Fuchs, qui a écrit des pamphlets pour remettre en cause l'analyse un peu formaliste, conceptualisante, et mettre l'accent sur la nécessité de comprendre sociologiquement les faits et gestes des gens. J'ai une citation comme ça d'un livre, d'un petit livre qu'il a écrit en 1912. La jurisprudence sociologique remplace la bibliothèque et les livres par l'étude de la vie et des relations. Donc c'était des mouvements très très dynamiques. Et la question, c'est dans quelle mesure ça remettait en cause la spécificité du droit et de l'exercice du droit. Et Max Weber avait une position intermédiaire entre ces révolutionnaires qui voulaient tout, même s'ils étaient des Fuchs, par exemple, c'était un avocat. Il était c'était juriste, mais voilà, il fallait quand même prendre en compte la spécificité du droit dans une société rationnelle, de plus en plus rationnelle, donc de plus en plus structurée par des normes, etc. Donc, il faut retracer l'efficace propre, etc. Voilà, je ne peux pas en dire plus, malheureusement, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se joue à la fin du XIXe siècle, dans de remise en cause un peu de la vision qu'on a des faits et gestes des gens, touche évidemment le droit. Il y a la question de la responsabilité individuelle, mais ça c'est
très compliqué, je ne rentre pas sur ce terrain-là, mais c'est bouleversé. À la fois la psychologie et la sociologie. Ouais. Sur ce point-là, sur ce point-là, je pense qu'il y a un prolongement qui pourrait être intéressant dans le contemporain, c'est-à-dire comment il y a, comment dirais, une redéfinition des rapports entre la philosophie du droit et la théorie du droit et la sociologie, quoi. Mais comment il reste des choses irréductibles. Je viens de le vivre parce que j'avais sorti donc mon livre À quoi nous sert le droit, et quelques mois après, donc un philosophe du droit sort un livre qui s'appelle À quoi sert le droit. Donc, et donc du coup, ça a provoqué des débats, et on voit bien qu'à la fois il y a, comment dirais-je, un intérêt porté à la sociologie qui n'était pas porté avant, parce que la philosophie du droit se rend compte qu'il faut qu'elle travaille sur les usages du droit, et donc elle se tourne vers la sociologie. Mais ce qui est très intéressant dans le livre en question, du philosophe du droit, c'est que la plus grosse partie, la troisième partie sur les finalités, on abandonne complètement la sociologie et on retombe dans une analyse philosophique qui est celle dont vous faites la critique dans votre ouvrage, quoi. C'est-à-dire, c'est une pensée, il n'y a plus d'acteurs. Il n'y a plus d'acteurs, il n'y a plus de contexte. À un moment donné, il faut suspendre tout ça. Pour avancer librement. Et sur excusez-moi, alors par contre, la question des sciences sociales, qu'on avait évoqué aussi, et qui a repris d'une certaine façon Stéphano. Alors là c'est clair que c'est une question complexe, parce que comme je le disais au début, au fond, ce que dit Durkheim, c'est que la division entre les différentes sciences sociales n'est pas légitime. Le sociologue doit se nourrir de ce que les ethnographes mettent en valeur, de ce que les historiens mettent en valeur, de ce que les économistes, les juristes, etc. Tout doit être repensé, les faits dits moraux, les faits dits religieux, les faits dits économiques, les faits dits juridiques, tout doit être repensé en termes sociaux. Tout se rapporte à des structures et à des relations sociales. Donc c'est ça la méthode de Durkheim. C'est ça aussi la cohérence. Et du coup, effectivement, c'est très cohérent. Exactement. Tu as différents paretos qui sont Exactement. C'est très cohérent. Alors, je fais une très rapide citation. Ce que la sociologie, donc ça c'est la préface de l'année sociologique de 1899. Donc c'est la deuxième fameuse préface. Vraiment, c'est très programmatique et ça paraît très moderne. Et là, je vais répondre à ta question du coup. Mais ce que la sociologie apporte surtout avec elle, c'est le sentiment qu'entre tous ces faits, donc les faits moraux, juridiques, etc., entre tous ces faits si divers qu'étudient jusqu'à présent des spécialistes indépendants les uns des autres, il existe une étroite parenté. C'est pourquoi non seulement le juriste doit être au courant de la science des religions, l'économiste au courant de la science des mœurs, mais encore toutes ces différentes sciences, ayant pour objet des phénomènes de même espèce, doivent pratiquer une même méthode. Je répète, cette méthode, c'est vraiment une démarche de l'esprit. Le principe de cette méthode, c'est que les faits religieux, juridiques, moraux, économiques doivent tous être traités conformément à leur nature, c'est-à-dire comme des faits sociaux. Soit tout se rapporte à des relations, il y a des structures sociales, qu'à partir de là, pour décrire ou pour expliquer ces faits sociaux de Durkheim, il faut les rattacher à un milieu social déterminé, à un type défini de société, et c'est dans les caractères constitutifs de ce type qu'il faut aller chercher les causes déterminantes du phénomène considéré. Ce qu'il y a d'assez fascinant chez Durkheim, c'est le côté ultra ouvert, en fait, de ce qu'il propose. Et c'est pour ça que, par rapport à aujourd'hui, moi, ce que je dirais, c'est que ce qui est assez fascinant quand on se plonge dans cette période, c'est que, d'une certaine manière, les mots qu'on utilise précèdent la pensée, ou la capacité qu'on a à clarifier la pensée qu'ils supposent, qu'ils appellent, et précèdent aussi les connaissances objectives qu'on peut avoir. Par exemple, moi je lisais récemment, enfin, il y a quelques temps, la conférence inaugurale de Stanislas Dehaene à Sacher au Collège de France. Ce qui est fascinant, c'est que en tant que psychologue qui étudie des choses très objectives, qui se plonge sur le fonctionnement du système nerveux, il revient au projet défini à la fin du XIXe siècle par Fechner, la psychophysique. Il revient sur la psychophysique. Il revient sur Théodule Ribot, c'est une sorte d'héritier d'ailleurs de Théodule Ribot, et il montre bien que d'une certaine manière, ils étaient trop en avance. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les moyens d'étudier, de mettre au jour le lien entre des phénomènes nerveux et des comportements. Mais ils avaient le projet, sans avoir les armes conceptuelles et les armes techniques pour le faire. C'est ça qui est fascinant. C'est en cela que c'est une période, d'une certaine manière, fondatrice, dans laquelle on est encore aujourd'hui. Parce qu'il y a
une rupture vers une pensée immanente des processus constitutifs de l'existence humaine, qu'ils soient biologiques ou sociaux, avec la question qu'est-ce qu'on fait de la psychologie entre les deux, qui, à partir de là, je veux dire, on est ultra cadré. On est très peu libre d'une certaine manière quand on veut apporter une connaissance objective, à moins de trouver des échappatoires, ce qui est toujours possible évidemment. Mais si on refuse les échappatoires et si on veut aller au cœur de ce qui constitue, de ce qui détermine les êtres humains, en gros on est prisonnier d'un cadre de pensée qui se met en place à cette époque-là, fin 19e, début 20e siècle. C'est en cela où la sociologie, c'est pas seulement une discipline qui apparaît comme ça après d'autres. Bon, il se trouve qu'il y avait la psychologie, et puis bon, on a une science des faits sociaux. C'est autre chose qui se joue à partir du moment où une science de cet ordre-là se constitue. C'est une sorte de fermeture. Alors, je ne pense pas être dans le présentisme et l'anachronisme dans ça. C'est en plus comme ça que c'est vraiment vécu, comme une sorte d'effet de cliquet. Et à partir du moment où on a la sociologie, voilà, c'est soit on circule à l'intérieur du régime qui est mis en place, et on essaie de se donner les moyens de circuler correctement dans ce régime, soit on fait autre chose, on trouve des échappatoires pour en sortir et ne pas dépendre de ce que suppose son inscription dans ce régime. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Du coup, ça répond à votre question sur la science sociale. Par définition, il y a une science sociale, comme par définition aussi, je me réfère à un historien des sciences que j'aime beaucoup qui s'appelle Gérard Simon. Il n'a jamais été aussi légitime de parler de la science. On parlait de la science comme une sorte d'idéal, etc. Mais aujourd'hui, la science, c'est un fait. Il y a une sorte d'autoréférence des sciences les unes par rapport aux autres, que ce soit les sciences de la nature ou les sciences humaines et sociales, qui fait qu'on peut parfaitement parler de la science aujourd'hui. Il en va évidemment de même de la science sociale, en toute logique. Anthropologues, économistes, historiens, sociologues traitent du même objet. Bon, ils sont censés faire la même chose. Sur l'économie, je dirais que la question de savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'économie comme science sociale, et puis vous regardez ce que fait Thomas Piketty, c'est clairement une économie qui revendique une approche historique, l'histoire comme laboratoire de ce qu'il y a à comprendre dans les comportements et qui s'oppose à ce qui peut être totalement absurde et d'une certaine manière on s'enferme dans des modèles mathématiques absolument purs, parfaits, et puis on perd quoi? On perd le contact avec le réel. Bon. Et Piketty, je trouve, dans son introduction de son livre sur le capital au XXIe siècle, décrit ça très très bien. Objectivement, c'est une sorte de surdoué des maths qui aurait pu, à 20 ans, avoir un poste aux États-Unis et puis continuer comme ça toute sa vie à faire de superbes modèles. Non, il a dit non. D'ailleurs, il est très bon en modélisation. Oui, il était très très bon en modélisation. Son regard est pertinent. Du coup, son regard, effectivement, pour lui, c'est facile de critiquer parce qu'il était très très fort. Quoi. Je crois qu'à 20 ans, il avait sa thèse. Enfin bon, bref, il aurait pu faire ça toute sa vie et il aurait fait une superbe carrière aux États-Unis. Et il explique qu'il a voulu revenir en France, faire des sciences sociales et inscrire l'économie dans les sciences sociales. Ça, c'est un texte, je trouve, qui m'a beaucoup marqué. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Du coup, j'ai répondu à tout ce que je redonne la parole. Ouais, du coup, moi, je vais répondre un peu sur la science sociale. Je rappelle que Durkheim a été nommé à Bordeaux à une chaire de sciences sociales. C'était pédagogie et sciences sociales. Et je vous renvoie aussi à sa leçon inaugurale qui a été donc publiée, la leçon de 1888, enfin en fait décembre 87, publiée en 88 et rééditée par Fillou en 1970, je crois. Dans la science sociale et l'action. C'est vraiment un texte extraordinaire et on regrette de ne pas avoir le reste du cours, évidemment. Et donc il dit, là, il explique bien ce que tu dis, exactement. Il faut qu'on fasse une synthèse de toutes ces sciences sociales et que tant qu'on n'aura pas fait cette synthèse, on ne pourra plus avancer parce que les sciences sont trop spécialisées. Après, j'enchaînerai sur ce que tu as dit aussi, tu as lu 2 fois les préfaces de l'année sociologique, mais il faut insister sur l'année sociologique, c'est-à-dire que l'année sociologique était faite pour ça. C'était une entreprise collective de lecture de tout ce qui se faisait dans les autres disciplines pour voir ce qu'on pouvait en faire pour la sociologie ou la science sociale en fait, mais il a fini par l'appeler la sociologie. Donc c'est une entreprise collective de lecture systématique à l'étranger, dans toutes les langues, de toutes les autres disciplines. On a ça dans la préface, cette notion-là, elle est soulignée dans les préfaces que vous avez évoquées. Ouais, la préface de 90, je sais plus si c'est 98 ou 99, mais c'est des très beaux textes qui sont réédités. Où est-ce qu'ils ont été réédités dans le journal sociologique de Duvigneau. Ah bon? Ouais, c'est là vous trouverez ça, mais de toute façon c'est sur Gallica.
Maintenant, vous pouvez télécharger l'année sociologique. Moi, je les ai sur mon ordi. Tous les soirs, tu Tous les soirs, je les ai. Et puis, pour terminer aussi, sur la science sociale toujours, là, j'ai écrit un article qui va être publié dans l'année sociologique sur les lectures et les références bibliographiques du jeune Durkheim, c'est-à-dire avant 1894, tout ce qu'il a lu en bibliothèque et tout ce qu'il a référencé dans sa thèse. Et là, on voit qu'il ratissait, mais dans toutes les sciences sociales. C'est fascinant. Et j'ai fait un tableau comme ça où on voit qu'il emprunte au droit, qu'il emprunte à l'histoire, qu'il emprunte à la psycho, qu'il emprunte... il fait vraiment la synthèse, d'où il va tirer ce qu'on appelle maintenant la socio. Donc la socio, effectivement, ça me permet de rebondir sur la question que vous m'adressiez directement, sur la question identitaire, la genèse. Finalement, je fais ça pourquoi Oui. Question métaphysique. Je fais ça parce que ça avec beaucoup de considération. Je fais ça vraiment parce que je suis un peu comme Durkheim. Je suis obsédé par la genèse des choses. Je parlais de la méthode génétique. Je pense qu'il faut toujours revenir à l'origine des choses. Peut-être aussi parce que j'ai une mère psychanalyste. Et donc voilà, l'origine de la socio. D'où vient la socio? Et ben justement dans le texte que je vais faire paraître dans l'année socio, c'est la socio vient d'ailleurs. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle n'a pas été créée ex nihilo. Et elle vient de toutes les autres sciences sociales. Et alors ce que j'ai découvert surtout moi en étudiant Durkheim à Bordeaux, c'est que j'en avais pas pris conscience. Sauf à la lecture du livre de Paoletti qui est sorti en 2012 chez Garnier, qui s'appelle Durkheim et la philo. Un livre vraiment extraordinaire. La sociologie est la fille légitime de la philosophie. Mais j'avais pas compris ça après 15 ans d'identité de sociologue. Et là, je me suis dit, mais quand je me suis mis à lire ce que lisait Durkheim en philo, à l'ENS, en tant que prof de philo, quand on lit son cours de prof de philo en terminale, quand on le voit préparer les étudiants à l'agrégation de philo tout au long de sa carrière, quand on le voit dans son dernier cours que vous avez cité tout à l'heure sur le pragmatisme de 1913, mais il est philosophe, mais il travaille des idées philosophiques d'un point de vue empirique, inductif, en se nourrissant des autres sciences sociales, ce qui était, il le dit d'ailleurs, une limite de la philosophie à l'époque, elle ne s'ouvre pas aux autres sciences sociales. Et ben moi je vais le faire. Enfin pas moi, lui. Donc pour répondre à votre question, c'est réfléchir à d'où on vient, nous les sociologues. Ça c'est quelque chose qui m'aide à être sociologue, moi-même. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, absolument. Et sur l'économie, je pourrais dire... ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur Pareto, mais je pourrais dire que... Enfin, la question, c'était qu'est-ce que vous pensez de l'économie aujourd'hui? Alors, moi, il se trouve que j'étais prof d'éco pendant 5 ans au lycée, et j'ai une formation plutôt économiste, mais je me suis quand même détaché de l'économie parce qu'elle me rendait insatisfait. Et je suis passé en sociaux à cause de ça. Mais je dirais, quand je vois ce que font les économistes, ils travaillent effectivement énormément sur les données, les big data, et les sociologues aussi vont de plus en plus s'y confronter. Donc ils sont très inductifs, mais je pense qu'ils modélisent aussi énormément. Et je crois qu'il y a un peu comme en sociaux, sauf avec des auteurs comme Marc Joly, il y a une crise de la théorie, comme le disait déjà Gurvitch en sociaux. Dans les années 50, la crise de l'explication. Qui a beaucoup contribué à la crise théorique de la sociologie. Ouais, t'es vache. Mais donc il y a une crise de la théorie comme tu en fais. Ton livre, de ce point de vue-là, est très important. Et on fait vraiment deux histoires de la sociologie très différentes. Parce que toi, tu es dans la théorie, moi je suis dans l'hyper-empirisme. Mais je pense qu'on se pose les mêmes questions en fait, sur l'origine de la socio. Je vais le recenser ton livre, hein, t'inquiète pas. C'est gentil. Il est là sur ma pile pour l'été. Mais là, il fallait que je finisse mon HDR. Donc. Mais je sens bien qu'on se pose les mêmes questions. C'est normal puisqu'on travaille sur la même réalité. Ouais, enfin, qu'est-ce que la réalité? L'ultra-positivisme. J'avais une question pour revenir sur votre conclusion où vous soulignez le changement de regard qu'il y a à se centrer sur Durkheim l'enseignant, ouais. En lien avec ce qu'ont proposé les science studies, le savant qui évolue dans de multiples lieux
et où les savoirs circulent entre ces lieux, les bureaux de méthode, les activités de conseil, d'expertise et d'enseignement. Oui. Est-ce que vous considérez du coup le public comme un public qui est en réception, ou est-ce que vous iriez jusqu'à l'idée de coproduction savante dans les activités d'enseignement? Alors, toujours cette leçon inaugurale, qui est vraiment de grande qualité, il parle de la co-construction du cours. Il dit on va ensemble faire notre cours. Bon, en fait, il arrivait avec ses cours, ils étaient rédigés, à mon avis, il n'y avait pas trop d'interaction. Mais de même comme je l'ai remarqué dans les échanges, les correspondances que j'ai retrouvées avec ses étudiants, il n'y a pas de coproduction non plus. À la limite, il peut les conseiller, les aider, mais ça va très peu dans l'autre sens. Alors par contre, quand il est avec ses collègues de l'année sociologique, dans la correspondance, avec Hubert, avec Mauss, c'est considérable. L'être à Mauss, c'est quelque chose de considérable. On se rend compte que là, il y a de la coproduction, mais est-ce qu'on peut dire que Mauss est encore son étudiant disons que c'est l'étudiant idéal, c'est devenu le collaborateur, le coproducteur. Durkheim sans Mauss n'est plus Durkheim. Maintenant, il y en a plein qui l'ont démontré. Mais alors après, avec les étudiants eux-mêmes de Bordeaux, souvent plus modestes, c'est encore trop tôt pour dire. Parce que je pense que l'influence qu'il avait c'est un peu le résultat de mon HDR qui est décevant et à la fois, comment dire, prévisible. C'est que son influence était extrêmement marginale. On le voit au plan bibliographique, dans la circulation des bouquins. On le voit au plan administratif, puisque donc il est le cours à option qu'on peut cocher parmi d'autres en sciences sociales. Et son influence est d'autant plus marginale que j'ai retrouvé donc des correspondances entre Foucault et Robin, qui était aussi un étudiant. Et il y a 200 lettres passionnantes où il parle des cours, et il parle de Durkheim. Ils se moquent un peu de Durkheim, notre sociologue, genre il nous saoule quand il fait de la socio, mais par contre, tu as vu, il nous a traduit Aristote, là, tu l'as, sa traduction d'Aristote. Voilà, donc c'était un peu ça, le problème de Durkheim à Bordeaux, on voulait que ça soit le philosophe, et il avait sa petite danseuse, là, la sociologie, il n'avait pas son public. Et c'est pour ça qu'il était très content, je pense, de partir à Paris, en fait. Parce que là, tout d'un coup, il a eu un public qui était en mesure de coproduire quelque chose avec lui. Mais malheureusement, il avait fini de produire à cette époque beaucoup. Il avait élaboré toute sa théorie. Mais je crois que c'est Mauss. L'élément clé, c'est Mauss. Son étudiant de Bordeaux. De produire ou d'être un témoin suffisamment légitime ou crédible pour aussi servir d'arène. Alors peut-être que ça l'a motivé. Après, visiblement, ça l'a motivé. Parce qu'il se défonçait. On voit dans ses correspondances, il le dit à ses collègues, à Henri Hubert, il dit que pour préparer 1 heure de cours, 4 jours de boulot. Imaginez le reste du temps ce qu'il faisait. C'est du délire. Quand il montait un cours, le cours sur la solidarité sociale, il bossait toute la semaine sur son heure. On ne fait plus ça maintenant quand on doit faire nos 8 heures. Et les profs de lycée quand ils doivent faire leurs 15 heures. Je ne dois pas parce qu'on a changé avec le nom du bureau de la MSA, mais je voudrais remercier très sincèrement Florent, qui est l'architecte du petit déjeuner Durkheim. Voilà, c'était un remerciement particulier et très sincère. Et Stéphano, tu as maintenant la possibilité de mettre en exergue sur le mur de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay la globalité de la science et Petite phrase de Durkheim, c'est pas mal. Oui, c'est très important. Merci. J'ai pas répondu sur les échanges avec l'Allemagne. Donc Durkheim effectivement a fait un voyage en Allemagne. Je crois qu'il est passé à Leipzig. Donc, il connaissait très bien ce qui se faisait autour du laboratoire de psychologie de Wilhelm Wundt. Il a fait des textes très importants sur un sociologue dont j'oublie évidemment le nom. Scheffel. Voilà, Scheffel. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup lu les juristes. Avec il a beaucoup lu les juristes. Oui, il a lu allemands. les juristes allemands, évidemment, énormément. Les historiens allemands, les socialistes de la chaire, enfin bon, l'école d'économie nationale historique. Et en sociologie, il a échangé avec Ferdinand Tönnies. D'ailleurs, c'est marrant parce que le renversement communauté-société qui est opéré dans Solidarité organique, Solidarité mécanique, c'est un renversement total de ce que Tönnies propose. Donc il y a des échanges et en même temps une conviction que la sociologie française est mieux armée
pour faire avancer la sociologie comme science que la sociologie allemande. Je ne parle évidemment pas de son conflit et de son incompréhension de ce que faisait Simmel. Ça, c'est assez clair que vous ne comprenez pas. Il ne voulait pas comprendre, il était très concurrent. Ouais, enfin, je pense que ça dépasse vraiment, c'est une question de concurrence. Je pense qu'il y a vraiment une question de façon de voir qui n'a rien à voir. La critique qu'il produit sur Simmel, c'est de dire il ne voit pas que la sociologie, je crois qu'il disait le terme, c'est une nouvelle orientation de la pensée. Donc il y avait une façon de vouloir sortir. D'ailleurs, ça me fait penser que, bon là je suis allé voir le bouquin, j'ai tapé Paoletti. Et donc c'est vrai que c'est un livre très important. Moi je suis un peu en désaccord avec son point de départ qui est de dire qu'il y a une opacité de la notion de philosophie dans l'œuvre de Durkheim. Moi je pense qu'en fait pour Durkheim la question de la philosophie elle est réglée très simplement, comme elle est réglée pour Bourdieu, comme elle est réglée pour Elias, comme elle est réglée pour beaucoup d'autres sociologues. C'est-à-dire que en gros, évidemment que la philosophie a une légitimité en tant que spéculation, etc. On ne discute pas. Par contre, ce qu'on veut faire, et ce qu'on veut avoir la liberté de faire en tant que sociologue, et ce qu'on veut pouvoir faire sans être bloqué, c'est de spéculer. Je le cite, alors, pareil sur les textes de Durkheim, dans le corpus de Durkheim, ces comptes rendus sont extraordinaires. Ça n'a jamais été réuni dans un seul même volume, tous les comptes rendus. Non. Mais quand on lit les comptes rendus de Durkheim, en fait, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est très juste. C'est-à-dire que le compte rendu est un prétexte pour faire avancer la clarification de la méthode sociologique. Donc on va recenser des philosophes, des anthropologues, tout ce qu'on veut, des historiens, et à chaque fois on va centrer l'analyse et la critique sur ce qui pose problème d'un point de vue méthodologique. Et là, par exemple, c'est un compte rendu de Nature et Société de Jean Kedevitch, 1907, et il l'a lu. Durkheim n'est pas content du bouquin. Il n'est pas content du tout. Donc du coup, il n'est pas content du tout, mais bon, il se contrôle, hein, c'est civilisé. Et il dit, nous n'admettons plus aujourd'hui qu'on puisse spéculer sur la nature de la vie sans s'être initié au préalable à la technique biologique. Par quel privilège, c'est très d'actualité de je trouve, par quel privilège pourrait-il être permis aux philosophes de spéculer sur la société sans entrer en commerce avec le détail des faits sociaux? Je pense que la question du rapport à la philosophie, inutile de la traiter sur un plan très général, très théorique, pour Durkheim, elle est réglée très simplement autour de l'idée que l'écriture théorique, avec ses différents ressorts, avec ses différentes facettes, la dialectique, la généralisation, la métaphore, tout ce qui fait l'écriture théorique, dépend en science d'une double maîtrise pratique. Une maîtrise, entre guillemets, empirique, mais qui annule l'opposition empirique-théorie en vérité, c'est-à-dire qu'on maîtrise un objet appartenant à un ordre de réalité donné, on le maîtrise, on a une maîtrise méthodique de cet objet, et on a une maîtrise épistémologique, mais encore une fois, il ne faudrait même pas parler d'épistémologie, c'est même pas un vocable qui est adapté, des caractéristiques de cet objet, étant donné des caractéristiques par rapport aux autres ordres, de l'ordre de réalité dont il relève. Donc c'est ça en fait vers quoi veut aller Durkheim, c'est avoir cette liberté de pouvoir avancer dans ce sens-là. Donc pour moi je dirais qu'il est plus, de fait il est plus philosophe si on raisonne en termes relationnels, c'est-à-dire en termes de qu'est-ce que c'est la philosophie qui va se redéfinir par rapport à cette sociologie-là. Si on réfléchit en termes relationnels, que devient la philosophie face à une connaissance et à une prétention cognitive de cet ordre-là? Soit c'est très général de dire soit on dit philosophe, c'est faire de la théorie ou se poser des questions générales et dans ce cas-là on n'explique rien, soit on est sociologue et on essaie de expliquer comment les identités se reconstituent dans des espaces relationnels et de toute évidence il n'est plus philosophe, ça ne le concerne plus. Lui va avancer vers quelque chose de nouveau. Il veut pouvoir avoir la liberté de le faire et d'aller jusqu'au bout de ce qu'il est possible de faire. Pour moi c'est aussi simple que ça. Mais quand je disais qu'il était philosophe, et il le dit lui-même d'ailleurs dans des lettres, qu'il est redevenu philosophe à la fin de sa vie. Je disais qu'il était toujours inspiré par les grandes questions de la philosophie, dont les questions des catégories sociales, des représentations sociales, qui sont pour lui des questions que posait Renouvier, notamment, qui l'ont alimenté. Et après, il est sociologue parce qu'il les pose d'un point de vue empirique, en se référant à la morphologie sociale des sociétés totémiques, en les confrontant à des terrains. Dans les formes élémentaires de la vie religieuse, il se pose les grandes questions. Ça devient tellement quelque chose de révolutionnaire et de nouveau. Dire par exemple que les catégories de pensée sont des outils, il utilise ce mot outil, socialement déterminés,
c'est une telle révolution dans l'image de soi du producteur de connaissances de cette époque. Je pense qu'il est plus philosophe à partir de là. Bah, disons que la question se pose quand on regarde la façon dont les philosophes relèvent le défi Oui, d'une science qui arrive comme ça en disant bah, les catégories de pensée, c'est des outils socialement déterminés. Je suis un peu caricatural, mais c'est exactement ça. Son outil. Oui, mais c'est une question qu'il pourrait même pas, il pourrait pas se la poser s'il n'était pas philosophe. Mais la question finalement de l'histoire, il faut raisonner à plus longue durée. C'est-à-dire que la philosophie, ça a changé de sens. C'est-à-dire que le mot philosophie n'a jamais été aussi porté que à l'époque des Lumières. Et la philosophie des Lumières, c'est pas la philosophie disciplinaire. C'est pas la philosophie telle qu'elle va se constituer comme discipline par un retour vers des questions métaphysiques. À partir du moment où il y a une rupture avec toute idée d'au-delà, toute idée d'en-deçà, des réalités scientifiques et des réalités telles qu'elles sont étudiées par les sciences, on fait autre chose. Ce que Durkheim dit toujours, il dit heureusement que les philosophes ont été là pour maintenir une interrogation sur des questions générales. Parce qu'évidemment, ce qui se joue avec ces nouvelles sciences qui apparaissent, histoire, une histoire méthodique extrêmement rigoureuse, l'ethnographie, c'est une forme d'empirisme, une forme de repli sur le détail, sur quelque chose de très pointilliste. Et il ne faut pas s'enfermer dans ça, il ne faut pas s'enfermer dans le détail, le pointillisme, etc. Il faut garder la perspective de généralisation par rapport à ce qu'on sait de ce qui façonne les sociétés humaines. Donc, en gros, il trace une voie intermédiaire entre ceux qui font de la théorie, qui veulent généraliser, et ceux qui veulent en rester à une étude de détail ultra pointilliste des mœurs, des habitudes, de ce qu'ils font, de ce qui façonne les sociétés. Et il trace une autre voie, c'est autre chose. Donc, les catégories établies ne rendent pas justice à ça. L'idée, c'est de rendre justice à ça, à ce qu'il y a de nouveau et de révolutionnaire dans cette démarche. Et dire c'est de la philosophie, à mon sens, on ne peut pas comprendre exactement ce qui se joue. C'est pour ça que je suis très attentif à toujours historiciser ce vocable et voir comment il fonctionne dans des espaces relationnels de production des connaissances et des savoirs. Pour être un peu polémiste, je dirais que tu es un peu macroniste. Tu penses que la révolution existe et qu'elle est possible. Moi, je pense qu'elle est inspirée par le passé et qu'elle est basée, si je suis tocquevillien aussi, l'ancien régime avait annoncé la Révolution française. Enfin, je veux dire, ça ne tombe pas comme ça une révolution. Je ne crois pas à l'idée de révolution. Non, mais c'est pour ça que je dis que la sociologie, en fait, on ne peut pas la comprendre si on la dissocie d'un mouvement qui traverse tout le XIXe siècle. Le point de départ du livre, c'est de dire qu'en gros, la philosophie de Kant, je m'excuse, je suis trop long là, mais la philosophie de Kant, elle prend acte de la révolution newtonienne et de la capacité à produire des connaissances sur le fonctionnement du monde céleste. Métaphysique a totalement échoué. Comment on prend acte de ça? On prend acte de ça en donnant à la philosophie deux chemins possibles à suivre. La compréhension des conditions de possibilité d'une connaissance objective du monde naturel, les a priori, et l'anthropologie. Bon. Mais ce qui va se jouer tout au long du XIXe siècle, c'est que l'anthropologie, c'est-à-dire la connaissance de l'homme, va être appropriée par tout un ensemble de sciences qui vont évidemment Kant ne pouvait pas anticiper, même s'il y en a certaines qui le connaissaient, qui l'anticipaient, la physiologie, l'histoire, une psychologie qui devient scientifique, je ne parle pas de la révolution darwinienne, etc. Tout ça, finalement, traverse le XIXe siècle, et la sociologie est le produit de ça. Elle est même annoncée d'ailleurs un peu en avance, et c'est par hasard, par Comte. Qu'est-ce qu'on fait de Comte? Est-ce que c'est une élucubration d'un type qui... voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'un type qui pense la sociologie dans le cadre de réorganisation de l'ensemble des sciences, et qui la place au sommet? C'est bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du pensable, pensée immanent des processus constitutifs de l'humanité qui se ferme avec la sociologie. C'est une révolution, mais quelque chose qui est le produit d'une histoire évidemment de longue durée. Juste une question pratique. La citation que vous venez de donner là tout à l'heure, elle est dans le bouquin? Oui, celle que j'ai donnée sur le compte-rendu de Jean Kelevitch, oui. Elle est dans le bouquin. Quelle page? Non, mais je la trouverai. Il suffit de regarder... Oui, je trouverai, pas de problème. D'accord. C'est dans le chapitre 12. Chapitre 12. Et dans l'intersection, la métaphysique et la morale comme programme de restauration. D'accord. Parce que je ne suis pas sûr que
Jean Kilevitch, je ne sais plus. Ouais, d'accord. Bref, passons. Je retrouve. Merci beaucoup. Je crois qu'on est obligé Oui, on d'arrêter, va non peut-être terminer. Donc, juste un mot pour terminer. Merci aux intervenants pour cette passionnante, Absolument passionnant. ces passionnantes interventions. Et donc, juste pour vous dire que vous pouvez dès à présent faire vos propositions de présentation d'ouvrages pour l'année prochaine, pour les prochaines séances du séminaire d'Urkheim qui reprendront en janvier donc 2018. Voilà, en vous remerciant.